Rennes-le-Château. Ah, là, rien que le nom, ça fait rêver, hein. Trésor perdu, code secret. Oui, c'est un mythe tenace. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça. On va se pencher sur le mystère, mais avec un guide solide, l'étude historique de René Descadeias. Exactement. Mythologie du trésor de Rennes-le-Château. Son objectif, c'était vraiment de séparer les faits avérés de tout le folklore qui s'est greffé dessus. Revenir aux sources, quoi. Comprendre qui était vraiment cet abbé Béranger Saunière et d'où venait sa fortune. C'est ça. On va suivre les recherches de Descadeias pour voir ce que les documents nous disent réellement. Alors commençons par le début. Saunière arrive le 1er juin 1885. Rennes-le-Château, à ce moment-là, c'est comment? Bah, c'est pas la gloire. Le village se vide, moins de 220 habitants en 1901, alors qu'ils étaient 550 ans avant. L'église. Ah, l'église, elle est dans un état lamentable. Des rapports le signalent depuis les années 1840, 1850. Le toit fuit, la voûte est en mauvais état, les fenêtres cassées, bref, il y a urgence. Et Saunière? Quel genre de prêtre il est à son arrivée? Jeune, dynamique, apparemment proche des gens. Mais, petit détail intéressant, il se fait suspendre brièvement en 86, Ah oui! Pourquoi? pour des propos politiques tenus en chair. Ça donne une idée du personnage, un peu. Affirmé. Mais ça n'explique pas encore la fortune. Bon, il se met au travail sur l'église alors. Oui, assez vite, dès 1887. Il commande un nouvel hôtel, des vitraux, pour 3150 francs, qu'il paie d'ailleurs sur plusieurs années. Puis une chaire en 1891. Et c'est pendant ces travaux qu'il y a cette fameuse découverte. Oui, en refaisant le sol. Descadaillas rapporte des témoignages de l'époque qui parlent de parchemins trouvés dans un vieux pilier wisigothique qui soutenait l'hôtel. Des parchemins signent le début du mythe là. Justement, pour Descadaillas, c'est peut-être un stimulant pour Saunière, quelque chose qui l'a intrigué, mais certainement pas la source de l'argent. Il écarte l'idée du trésor de l'abbé Bigou, son prédécesseur. Pourtant, les dépenses, elles, deviennent bien réelles et assez folles à partir de 1898, non? Ah oui, là ça change d'échelle. Achat de terrain souvent mis au nom de sa servante, Marie Desnarnaud d'ailleurs. Pour des sommes assez modestes au départ, 1550 francs au tout. Et puis les constructions. La villa Béthanie, la tour Magdala, les jardins, ça a dû coûter cher, ça. Énormément. Il y a des factures, des fournisseurs multiples. Hydrac, Taillefer, Boss sont maîtres d'œuvre. Les coûts sont importants. Et ça commence à intriguer forcément. Ce qui nous amène à la question clé, d'où vient cet argent? Qu'est-ce que Descadillas a trouvé? En épluchant les comptes de Saunière, sa conclusion est nette. L'essentiel vient d'un trafic de messes. Attendez, un trafic de messes? Ça sonne presque banal comparé au trésor des Templiers. C'est quoi concrètement? Concrètement, Saunière demandait de l'argent pour faire dire des messes. Il utilisait des petites annonces dans des bulletins religieux, envoyait des lettres partout, en France, à l'étranger. Et les gens envoyaient de l'argent? Oui, massivement. Il recevait tous les jours des dizaines, parfois plus de 100 mandats postaux. Des petites sommes souvent, mais accumulées. Il recevait plus d'argent qu'il ne pouvait décemment dire de messe. C'est ça l'idée. Exactement. C'est ça, le trafic. L'intention était là, mais la prestation, si on peut dire, ne suivait pas toujours vu le volume. Et les chiffres le montrent. Ah oui, clairement. Dekedeya a étudié ses carnets. Les revenus explosent. Genre 25 000 francs en 1897, presque 40 000 en 98, et ça continue, plus de 75 000 en 1899. C'est colossal pour l'époque, pour un curé de campagne. C'est énorme. Bien plus que le salaire d'un fonctionnaire de haut rang. Et à ça, Saunière ajoutait aussi des dons. Il l'a toujours dit. Aidé par son frère, Alfred, c'est ça? Oui, son frère était aussi prêtre, prédicateur. Il y a eu un don précis de 3 000 francs de la comtesse de Chambord, peut-être même plus. Mais lors de son procès, Saunière a toujours refusé de donner les noms de ses donateurs. Justement, le procès. L'Église a fini par réagir, j'imagine. Oui, à partir de 1910 environ. L'évêché de Carcassonne l'accuse, ce trafic de messes bien sûr, mais aussi ses dépenses jugées excessives, non justifiées, et puis sa désobéissance répétée à l'évêque. Et comment il se défend, Saunier? Il présente un total de dépenses de 193 000 francs. Mais le problème, c'est qu'il a très peu de factures pour le prouver, à peine 37 000 francs justifiés. Et il me reste. Il dit quoi? Don, l'aide de Marie Desnarnaud et sa famille, vente de cartes postales. C'est ça. Des explications un peu vagues qui ne convainquent pas vraiment l'officialité diocésaine. Et la sentence tombe quand? Fin 1911. Il est condamné, souvent par défaut car il ne se présente pas toujours, à la suspension divinis.
En gros, interdiction de célébrer la messe et les sacrements. Fin de partie pour lui. Pas tout à fait. Il fait appel avec l'aide du chanoine Huguet, un homme influent. Ils vont jusqu'à Rome. Leur défense est assez technique, basée sur la procédure. C'est-à-dire, Ben, ils argumentent qu'il ne peut pas être forcé de rendre des biens qui ne lui appartiennent pas, puisque tout était au nom de Marie Desnardeau. C'était habile. et ça marche? Disons que ça traîne en longueur. Et puis, la guerre arrive. Pendant la Première Guerre mondiale, l'évêque finit par lever la sanction, mais très discrètement, au fort interne, donc de manière privée. Saunière ne retrouvera jamais sa cure officiellement. Il meurt quand déjà? En 1917. Et c'est Marie Desnardeau, qui était déjà propriétaire des bâtiments, qui hérite du mobilier. Elle vit ensuite assez modestement, vendant des objets pour payer des dettes. Ça ne colle pas vraiment avec l'idée d'un trésor fabuleux, ça. Non, pas du tout. En fait, la grande légende du trésor, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle va vraiment exploser bien plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. D'abord avec Noël Corbu qui rachète le domaine et qui raconte une histoire assez embellie pour attirer les touristes. Et puis surtout avec les livres de Gérard de Sède dans les années 60. Des livres qui ont eu un succès fou, mais basés sur quoi? Souvent sur des documents assez douteux, des faux même. L'évêché de Carcassonne les a d'ailleurs dénoncés dès 1967, mais le mal était fait, le mythe était lancé. Donc, si on résume l'enquête de Decadéias, pas de trésor matériel découvert par Saunière. Non. Sa fortune, bien réelle, provient essentiellement de ce système très organisé de collecte de fonds pour les messes et de dons plus ou moins importants. Les constructions, les dépenses folles, le conflit avec l'Église, tout ça est documenté. Mais la source de l'argent est Plus prosaïque. exactement plus prosaïque, mais ça reste une histoire assez incroyable sur les pratiques de l'époque et la personnalité de Saunière. Et ça laisse une question en suspens finalement. Si les faits historiques sont là, établis par des chercheurs comme Descadélias, Oui, comment expliquer que le mythe de Rennes-le-Château soit toujours aussi puissant, aussi fascinant aujourd'hui? c'est une excellente question. Qu'est-ce que cette résistance du merveilleux face aux archives nous dit sur notre besoin collectif de mystère, peut-être? Pourquoi préfère-t-on parfois une belle légende à une explication plus terre-à-terre, même si elle est documentée? Ça, c'est une autre histoire.